Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste Davidum sibilla, Bonjour, Warman, votre serviteur. dies irae, dies illa, solvet seclum. À l'origine enseignant sportif universitaire, bref, je vous passe les détails. Néanmoins, à l'origine, mon approche de l'escrime médiévale est avant tout sportive. Donc, tout comme on peut communiquer et jouer au tennis avec une raquette et une balle, la première des choses que j'ai apprises, c'est à jouer avec deux épées. Enfin, jouer avec une épée et celle du collègue. Donc c'est vraiment un objectif sportif de communication, pouvoir partager. Après, par la suite, forcément, on est amené à évoluer, à voir les choses sous un angle différent, et heureusement, jamais se reposer sur ses lauriers. Donc de cette pratique sportive que j'ai plutôt, on va dire, assez bien approfondie, j'ai pu passer à une escrime plus spectaculaire, parce qu'avec ces bases que moi je transmets, humblement certes, mais que je transmets, on peut s'amuser à passer de l'un à l'autre. Donc forcément, on vient encore plus déformer les savoirs historiques, on les adapte complètement à un domaine qui est vraiment hors histoire, si on veut, puisqu'on vient créer un spectacle avec des bases qui servaient à l'époque à tuer. Et puis ensuite, il va y avoir, grâce toujours au savoir qu'engendrent des gens un peu foufous comme moi et bien d'autres, on délimite de nouvelles frontières, où là on passe dans le domaine de l'archéo-reconstitution, de l'archéo-compatible, où en fonction de chaque arme, en fonction des époques, des auteurs qu'on peut découvrir sur internet ou en s'intéressant un petit peu à droite à gauche, on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus historique, martial, où là vraiment on cherche à développer des compétences tant physiques que mentales, que psychomotrices, liées à un seul but, de venir se rapprocher le plus possible du combattant de l'époque. Donc voilà, donc mon petit parcours, c'est trois pôles différents. C'est le pôle sportif académique, éducation physique, le pôle spectaculaire, spectacle, et le pôle historique martial. En sachant que les trois pôles, en fin de compte, si on n'est pas trop à case, les trois pôles s'en mangent bien les uns les autres. C'est une souplesse d'esprit, une souplesse de la pratique et une souplesse du contexte actuel qui fait qu'on peut se le permettre. Voilà.
Eh bien voilà les différents manuscrits que j'utilise pour le travail. Meilleur par-ci, Telhofer par-là. Goliath. Dürer. Le 1.33. Filippo Vadi. Codex Wallerstein. Lichtenauer. Et bien sûr, grâce au dieu internet, tous les autres que je n'ai pas cités, à savoir, eh bien, le Kuckner, Lichtenauer à nouveau, Paulus Karl, et évidemment, tous les autres. C'est une étude assez délicate. Il ne faut pas oublier non plus que ça a été, non pas perdu, mais ça a été vraiment oublié pendant très longtemps. Donc les différents manuscrits que j'utilise ne sont pas forcément simples à aborder. C'est simple pour personne. Ou alors on est tous dotés d'une façon, d'une conception de la lecture de l'ancien allemand, de l'italien. Enfin bon voilà, faut pas non plus oublier ça. Donc grâce à l'iconographie qu'on en a, même si certaines sont quand même cryptées, il faut être prudent, voilà, surtout il faut être très prudent par rapport aux manuscrits. Ils existent, ils sont une source de savoir, néanmoins il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des recettes toutes faites. Ce sont des lignes importantes qui déterminent comment tuer son voisin, mais néanmoins il faut rester très humble. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces documents qui ont traversé les âges, le plus ancien il a quasiment 800 ans, autre temps, autre mœurs. D'accord. Donc on n'a pas de point de vue complètement objectif sur un manuscrit. D'autre part, la personne qui l'a écrit à l'époque y a mis ce qui lui semblait juste, bon, dans son contexte. Donc en fonction des zones géographiques des uns et des autres, en fonction des contextes socioculturels et religieux et guerriers, tout ça varie. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que nous-mêmes, aujourd'hui, hommes modernes, on a une vision de ça qui est différente, forcément. Donc, ne serait-ce que dans l'approche d'une miniature, dans la traduction du texte, qui n'est vraiment pas simple, donc c'est compliqué d'interpréter un geste, de le reproduire. Donc toutes ces choses qui font que il faut être humble devant un manuscrit. Humble parce qu'on est devant un témoignage du temps. Humble parce que nous-mêmes, avec notre manque de recul, il faut aussi être prudent par rapport à nos conceptions de l'escrime médiéval, d'accord. Il faut être humble et en même temps avoir la prétention de pouvoir le décoder. Ce qui n'est pas simple. Moi, le premier, je galère. En fonction des armes, tout varie aussi, en fonction de plein de paramètres qui, après, sont de l'ordre du pratique. La distance de garde, les armes, les tenues des armes, les époques. En fonction des époques, les armes aussi ont varié. En fonction des époques, les styles de combat ont pu varier. Tout ce qui fait que, quelque part, il faudrait presque avoir, alors non pas un style d'escrime, mais il faudrait avoir une conception de l'escrime en fonction du manuscrit, qui correspondrait vraiment à la période où il a été écrit. Aussi vrai que d'un point de vue plus, on va dire, plus archiviste, on se rend compte qu'il y a de grandes similitudes entre de nombreux manuscrits. Ça se retrouve au fil des âges. Donc ce qu'on retrouve chez Telhofer, on le retrouve aussi chez Filippo Badi, chez Furidae Liberi, on le retrouve ensuite aussi chez Paulus Kahl, on le retrouve aussi ensuite chez Jörg Wilhelm. Donc il y a tout ce lien qui fait qu'à un moment donné, on a eu une base de savoir qui a pu être transmise ou qui a pu être observée. Enfin, néanmoins, les gens qui se sont amusés à se balader en Europe à cette époque-là ont pu acquérir des savoirs et puis en fin de compte après les redistribuer ou comment dire ils en ont fait une base de données qui est celle qu'elle est aujourd'hui, quoi. In paradisum educante angelum, in tuo affetto suscipiante martyres. Alors en plus
ma douce folie fait que personnellement, je ne peux pas m'intéresser qu'à un seul domaine. Je ne peux pas, c'est impossible. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Donc, de savoir tenir une épée, c'est grandiose, ça se mérite. Donc c'est pas rien. Une fois que j'en ai cassé une, ça m'est arrivé, il a bien fallu que je la répare. Donc comme ça colle pas bien avec du scotch, on rentre dans un autre domaine qui, à mon avis, est très lié aussi, c'est le domaine de la forge. D'accord. Donc moi j'ai cassé une épée assez rapidement, et assez rapidement j'ai mis l'épée dans une forge. Et assez rapidement j'ai attrapé un marteau et j'ai commencé à cogner sur une enclume. Ce qui fait que de fil en aiguille, actuellement je forge mes propres épées. J'ai la liberté de pouvoir justement passer du savoir pratique, manipuler une épée, au savoir pratique en amont. Ça veut dire qu'avant de faire l'épée, enfin avant de la manipuler, il faut bien la faire. Donc là, c'est encore un domaine bien plus vaste, mais néanmoins, à tel type d'épée, telle pratique, à tel gabarit de combattant, telle épée, voilà, enfin, je fais un lien comme ça. Ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, moi, mes lames, je les forge. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des lames, entre guillemets, sur mesure, qui me vont. L'intérêt est là aussi. C'est d'essayer de passer d'un domaine à un autre pour mieux comprendre, toujours mieux interpréter avec les savoirs qu'on a aujourd'hui en métallurgie. On sait de quelle acier on parle, on sait de quelle structure composite on parle, on sait de quelle période relève telle ou telle lame, même si c'est pareil, en termes de recherche archéologique de l'âme, il faut être très prudent parce que c'est un vrai mystère. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît et d'autres qu'on ne peut que deviner. Pour ceux qui s'intéressent à ça, ça va être tout le travail de Hochschott, le travail de Petersen, le travail de Geibig, voilà, qui classifie les lames. Pour ma part, je comprends mieux ce que ça veut dire que d'avoir son épée. Et c'est un outil vraiment qui nous est dû, qui nous est propre. Donc forge et escrime médiéval pour moi sont intrinsèquement liés et l'un donne du sens à l'autre et vice versa. Vice versa. Donc tout ce qui va avec, test de maniabilité, test d'équilibre, test de coupe, test de résistance, parce que forcément acier moderne, actuel, différence par rapport à un acier de bas-fond de l'époque. Donc tout ce qui fait qu'on est encore à mon avis loin du compte, mais qu'on peut s'en rapprocher un peu plus. Et je pense que c'est le travail de tous ceux qui veulent non pas être sûrs de ce qu'ils disent, mais se rapprocher le plus d'une vérité qui leur est en fin de compte propre. Et ça me paraît assez important de pouvoir faire ce biais-là. Et forcément, en fin de compte, tout ce petit monde réuni, qu'il soit dans une salle d'armes, dans une forge, ça devient des copains, quoi. Donc les échanges sont très intéressants et ça fait de bons gros délires.